Geneviève Chouvel, qui sont ces cavaliers de l'islam? Alors, ce sont les premiers djihadistes de l'histoire arabe. Ce sont ces compagnons du prophète, ou fils des compagnons, successeurs de ses compagnons, qui sont partis, après la mort du prophète, qui sont partis à la conquête des États voisins de l'Arabie pour répandre dans le monde, à travers le monde, cette nouvelle religion qu'ils venaient de recevoir. Donc ils étaient complètement pénétrés, nourris de toutes ces la vérité, le nouveau Dieu, la vraie religion que leur avait enseigné le prophète. Et ils veulent, comme l'avait dit le prophète, cette religion est si parfaite qu'elle doit se répandre dans le monde entier. Et ils sont partis donc à la conquête et ils faisaient le djihad. Et à la pointe de l'épée, ils sont partis à la conquête des pays. Et ces cavaliers dont je parle sont allés, eux, vers l'Occident, c'est-à-dire vers l'Égypte. Puis de l'Égypte, ils sont entrés en Cyrénaïque et en Tripolitaine pour aller envahir, conquérir, je dirais, l'Ifriqiya, qui est la Tunisie actuelle. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Geneviève Chouvel? Eh bien, tout simplement parce que nous assistons, il y a eu ce grand élan de conquête islamique après la mort du prophète, où en 100 ans, en un siècle, les Arabes sont arrivés du côté de l'Orient jusqu'au pied de l'Himalaya, du côté de l'Occident jusqu'à Poitiers. En 732, ils étaient à Poitiers, refoulés par Charles Martel, et puis Eudes d'Aquitaine, et toute une association de guerriers, des Francs, les Francs des Ardennes, et puis les Gaulois. Et alors, en un siècle, quand on a vu cette grande conquête, puis évidemment, avec au fil de l'histoire, tout cela s'est réduit. Et voilà qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis cette époque, il y a ce nouvel élan de conquête qui semble renaître sous la direction de Daesh. Monsieur al-Baghdadi a bien dit qu'il voulait rétablir le califat, un califat mondial, et surtout revenir à l'islam premier, l'islam du prophète, c'est-à-dire aujourd'hui on l'appelle le salafisme ou wahhabisme. Et c'est un islam rigoureux, un islam radical qui nous inquiète aujourd'hui. Et voilà que Daesh, bien sûr, a reculé en Syrie, en Irak, parce que l'Occident réagit, mais il s'est réfugié en Libye, et là il s'installe avec une force incroyable, et il est d'autant plus menaçant qu'il a donc des tas de recrues qui arrivent par le désert, par l'Afrique, le sud de l'Afrique, et puis il fait alliance avec Boko Haram, avec Al-Qaïda et Maghreb islamique, et puis l'AQMI, et puis ils ont absolument l'intention, c'est ce qu'ils veulent, c'est reconquérir la Tunisie, donc toute cette Afrique du Nord, pour en faire des républiques islamiques. La Tunisie, où il y a déjà Ennahda à l'intérieur qui les soutient. Il y a en Algérie le fils, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ils arriveront ainsi très facilement aux frontières du Maroc pour renverser la monarchie et puis envoyer des milliers de migrants par l'Espagne et aussi par la Méditerranée sur nos côtes de Provence. Le danger est là, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, parce que comme Daesh se réfère à ces cavaliers qui sont un modèle pour eux, ce sont les premiers djihadistes, les djihadistes du prophète, qui avaient reçu la religion de la bouche du prophète. Donc voilà pourquoi j'ai voulu revenir à l'histoire, car l'histoire est très importante pour expliquer les phénomènes du présent. Il faut connaître l'histoire du passé. Alors je raconte cette conquête de l'Afrique du Nord par ces cavaliers d'Allah, ces premiers djihadistes qui voulaient islamiser l'Afrique du Nord, mais surtout, effectivement, ils faisaient leur djihad, mais ils tenaient compte quand même d'un fait, et surtout les califes qui les ont envoyés, c'est-à-dire Othman, ensuite Ali, puis
en particulier, le plus important sera Muawiyah, le chef de la dynastie des Omeyyades, qui voit qu'en l'Ifriqiya, et surtout l'Afrique du Nord, est un réservoir d'hommes. Et donc là, ils faisaient des réserves d'esclaves qu'ils ont envoyés vers l'Arabie. Des milliers et des milliers de Berbères, hommes, femmes et enfants, sont partis vers l'Arabie, tous ceux qui étaient pris prisonniers de ces cavaliers. Et alors cette conquête, quand ils sont entrés en Ifriqiya, ça n'a pas été facile. Autant l'Égypte, ils sont entrés, ils l'ont conquise en quelques jours, ils sont entrés comme dans du beurre, mais alors avec l'Ifriqiya, ils sont tombés sur un os terrible, c'était les Berbères, qui ont résisté. Et ils ont résisté pendant 60 ans, et il faudra 3 expéditions pour en venir à bout. Et alors, ces Berbères qui étaient-ils? C'était donc des gens, c'était les vrais habitants de l'Afrique du Nord. Il y avait des tribus christianisées et des tribus judaïsées. Et donc les Berbères chrétiens et les Berbères juifs se sont unis contre cette avancée de l'islam. Et en particulier, il y a eu le dernier flambeau de la résistance des Berbères a été cette princesse juive, berbère juive de la tribu des Djerawa, qui disait ces Arabes veulent non seulement nos maisons, nos ressources, nos fortunes, nos richesses, ils veulent aussi et surtout changer nos âmes. Et donc, ils ont résisté pendant 60 ans, mais un beau jour, les Arabes en sont venus à bout, la Kaïna a été décapitée, et les Berbères se sont soumis. Mais là, à ce moment-là, les Arabes ont été assez intelligents, le grand chef général arabe les a recrutés dans ses armées, que ce soit Hassan bin Noman et ensuite Moussa ben Nosser, qui ont reconstitué leurs forces militaires avec des recrues berbères qui étaient très guerriers, combatifs, et grâce à ces berbères, ils ont conquis toute la Mauritanie, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui, le Maroc, et ensuite ils vont conquérir l'Espagne et arriver jusqu'à Poitiers. Est-ce que dans votre livre, il y a des histoires qu'on pourrait adapter à aujourd'hui? Bien, écoutez, quand on voit la première expédition pour conquérir l'Ifriqiya, est menée et dirigée par un général Okba ben Nafé, qu'on appelait Okba le féroce, c'était Okba la terreur, qui justement a voulu conquérir par la terreur. Et il est arrivé dans un village, pillé, rasé tout, tué, pillé, et évidemment quand il arrivait dans le village suivant, tout le monde était à genoux. Et il n'avait même pas à sortir le sabre, il le montrait tout simplement, il n'avait pas à l'utiliser, on était déjà soumis. Et il a fait ça, évidemment, la résistance après a eu raison de lui, puisque les Berbères, avec les Byzantins, ont monté une embuscade pour le tuer. Plus tard, ce sera Hassan bin Noman, qui, lui, en arrivant, ce sera 40 ans plus tard, arrive en Ifriqiya, et demande tout de suite quelles sont les 2 forces les plus puissantes qu'il faut anéantir. Car Okba avait déjà eu l'intelligence de construire une ville, c'est-à-dire un camp de base où les Arabes pouvaient rassembler le butin et refaire leurs forces, se reposer un peu avant la prochaine bataille. Et donc Hassan ben Noman vient et s'installe à Kairouan, et dit qui sont les forces de l'opposition. Et on lui dit c'est Carthage. Il fait ni une ni deux, il va raser Carthage. Il s'y prendra à 2 fois, avec une stratégie très bien menée. Lui attaque par la terre, mais il fait venir de Syrie une flotte qui attaque Carthage par la mer. Donc Carthage pris en tenaille, les Byzantins fuient avec leurs bateaux. Et puis les autres sont massacrés ou utilisés comme esclaves pour détruire la ville. On se sert d'eux. Et puis plus tard, il demande quelle est l'autre force. On lui dit les Berbères. Bon, il dit bon, maintenant, sans l'appui des Byzantins, ils sont fichus. Je les aurai, je pourrai les vaincre facilement.
Mais qui est le chef? On lui dit c'est une femme, la Kaena. Ah bon, bah alors là, c'est encore plus facile. Mais, manque de chance, cette Kaena, quand il va l'attaquer, va le terrasser. Avec toute son armée de 60 000 hommes, elle a réuni tous ses berbères et va lui infliger une défaite effroyable dont il se souviendra jusqu'à sa mort. Et évidemment, elle le repousse, l'épée dans les reins, jusqu'à la Cyrénaïque. Et puis plus tard, il reviendra, et c'est à ce moment-là qu'il décapitera la Kaena. Vous voyez, on décapite beaucoup à cette époque. Et donc, elle est décapitée près d'un puits, le Bir al-Kaena, il y en a à peu près 20 endroits dans la Tunisie où on parle encore de ce Bir al-Kaena, où elle serait morte, où elle a été décapitée. Et donc, après, Hassan ben Noman, une fois que la dernière résistance est tombée, eh bien, la route est ouverte pour toute l'Algérie et le Maroc et ensuite l'Espagne. Donc ce livre est une forme d'alerte avec ce qui pourrait se passer, par rapport à ce qui se passe maintenant. C'est une alerte parce que Daesh, si on ne les arrête pas, ils ont tous les éléments pour s'installer, se renforcer et de la Libye, ils peuvent menacer dangereusement toute l'Afrique du Nord. Et avec l'appui de Boko Haram et de l'AQMI, ils ont donc des forces près d'eux et ils peuvent, et si toute l'Afrique du Nord devient islamisée, un califat islamique d'Afrique, imaginez, sous nos pieds, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il faut en prendre conscience. Aujourd'hui, on ne donne pas assez de crédit à l'histoire, d'importance à l'histoire. Partout, les faits du présent sont expliqués par l'histoire. Il faut la connaître pour pouvoir comprendre ce qu'est les réactions. Et surtout, en ce qui concerne le monde arabe, il faut connaître l'histoire arabe et surtout les conflits qui nous ont opposés depuis les fameux accords Sykes-Picot en 1916, qui étaient le partage des États arabes de l'Empire ottoman, et ces frontières que Daesh a fait sauter complètement. Eh bien, il faut connaître l'histoire pour mieux comprendre. L'histoire et aussi l'islam, lire le Coran, pour comprendre la mentalité de ce monde arabe qui n'a pas, si vous voulez, la même compréhension des choses que nous, qui ne voit pas les choses de la même façon que nous. Ils ont une autre culture, une autre éducation, et nous devons en tenir compte pour mieux les comprendre.